Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait pas mal de temps que j'avais disparu des radars de YouTube. Anyways, pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais déjà commencer par me présenter. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans, j'ai été au pair dans le Nevada de novembre 2018 à novembre 2019. Je m'occupais de deux petits garçons, un petit qui s'appelle Salvador qui a maintenant 5 ans et son frère Maseko qui a maintenant 13 ans. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent déjà et qui ont suivi mon aventure, vous pouvez vous apercevoir qu'ils ont bien grandi. Malheureusement, ils grandissent beaucoup trop vite à mon goût. Donc pour toutes celles et ceux qui débarquent sur cette chaîne YouTube, sachez que j'ai partagé toute mon expérience au pair tout au long de mon année. Vous pouvez retrouver les vidéos directement sur la chaîne. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des bilans, des vidéos d'une journée dans ma peau en tant qu'au pair, de comment j'organise mes voyages, enfin, voilà, des vidéos conseils, FAQ, il y a vraiment de tout. Vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses qui, je pense et j'espère, pourront vous aider. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo FAQ. Donc j'en avais fait une quand j'étais rentrée des États-Unis, un petit peu rapide, où j'avais répondu à pas mal de questions qui m'avaient été posées. Et c'est vrai que là sur Instagram vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à me poser des questions, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à se lancer dans l'expérience aussi, et du coup je me suis dit pourquoi pas relancer une FAQ, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que j'ai bien fait puisque j'ai eu pas mal de questions. Pour les petites curieuses et curieux qui se demanderaient est-ce que je reviens pour de bon sur YouTube, alors oui, j'ai pas mal de projets au pair qui arrivent, en tout cas sur le sujet d'au pair et sur la vie d'au pair, des projets qui n'ont jamais encore été vus sur YouTube, donc j'espère que ça vous plaira. Ça va me prendre pas mal de temps à mettre ça en place, mais il devrait y avoir pas mal de vidéos sur le sujet au pair qui arriveront prochainement, donc restez connectés. Alors du coup je récupère mon téléphone et on va commencer avec les questions. Alors la première question elle vient de Manou, elle me demande comment ça se passe pour avoir la preuve que son casier judiciaire est vierge. Alors c'est tout simple, vous devez tout simplement aller sur le site internet pour faire une demande de casier judiciaire et vous allez directement voir s'il est vierge ou pas. En général ça se fait relativement rapidement, il me semble que le mien je l'avais reçu dans les 10-15 minutes par email. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça peut vous aider. Mais en général ça va très vite, hein. Tu vas vite le savoir et je pense que bon, si t'as pas fait de grosses délinquances, en général ton casier judiciaire est vierge. Ensuite il y a Elisa qui m'a posé une question que je trouve vraiment intéressante, c'est comment faire la différence entre je travaille et je passe du temps avec la famille. Alors moi je pars du principe qu'en fait déjà dès le départ il faut que vous en discutiez avec la famille d'accueil. Moi je sais que j'avais été très honnête avec eux, que je leur avais dit que je voulais vraiment avoir une ambiance familiale avec eux, avoir une vraie relation de famille. Par contre je ne voulais pas du tout d'autorité parentale vis-à-vis d'eux, c'est à dire qu'en fait je leur avais dit que j'avais vraiment envie d'être intégrée dans la famille et qu'ils me considèrent peut-être plus comme que ça soit pour moi genre comme mon oncle et ma tante, vous voyez ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas cette autorité parentale là de pas me laisser mon indépendance, ma liberté, etc. Je partais du principe que je venais pour vivre un échange culturel avec eux, pour créer une réelle relation familiale, mais à côté de ça je voulais voilà avoir mon indépendance pour voyager et mon indépendance pendant mon temps libre, et ça je trouvais ça essentiel pour mon aventure. Après ça c'est à vous de voir aussi qu'est-ce qui vous pousse à faire cette aventure et quel type de relation vous voulez avoir avec vos hosts. Je sais que beaucoup ne veulent avoir des relations familiales, mais certaines aussi ne veulent pas du tout des relations familiales et veulent juste avoir une relation professionnelle. Sachez qu'avec toutes les familles qui sont dispo, vous trouverez forcément une famille qui vous correspond, enfin ou du moins qui correspond à vos attentes sur ce sujet là. Donc pour revenir à la question sur comment faire la différence entre le temps de travail et le temps avec la famille, je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience personnelle vis-à-vis de ça. Je pense que c'est propre à chacun, mais personnellement je sais que quand je montais dans ma chambre, les enfants n'allaient pas venir toquer à ma porte, ou mon host n'allait pas me faire la tête parce que je ne descendais pas avec eux ou quoi que ce soit. Après je pars du principe que bon, si vraiment vous voulez une relation familiale, passer des moments avec eux c'est quand même essentiel pour créer vraiment une grosse relation de partage et de, on va dire, de complicité, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai que certains soirs ça m'arrivait de vouloir regarder des films et de me dire oh ça plaira peut-être à Mas, donc j'allais demander à mon grand Oskid s'il voulait regarder avec moi. Souvent on regardait la télé, sinon des fois je finissais le travail, j'avais rien à faire, j'allais promener le chien au parc pour chiens et je prenais le petit avec moi. Ça m'arrivait aussi de faire des soirées jeux de société avec mes hosts, enfin voilà. Moi je sais que je leur avais dit que voilà, pendant mon temps libre je voulais quand même avoir mes moments d'indépendance, mais qu'à côté de ça je serais ravie de partager du temps avec eux. Et c'est vrai qu'on a toujours naturellement trouvé un juste milieu, je me suis jamais sentie oppressée pendant mon temps libre, et à côté de ça j'étais toujours libre et acceptée dans les moments de famille, que ça soit les activités sportives, que ça soit juste aller se balader, que ce soit les événements comme Noël, Thanksgiving, les anniversaires, Halloween, ces choses là. Donc je pense que c'est juste vraiment question de discussion, mettre vraiment tout à plat vis-à-vis de ça avec les familles, et après ça se fera naturellement. Moi je sais qu'il y a vraiment aucun moment où je me suis sentie un petit peu bousculée sur mon indépendance personnelle, puisque c'est quelque chose que j'avais mis au clair dès le départ en fait. Je sais pas vraiment si tout ce que je viens de dire répond à ta question, puisque j'ai un peu tourné tout autour de la question, mais en tout cas j'espère que ça t'aidera un minimum. Ensuite il y a Joanne qui demande comment ça se passe pour le téléphone et notre compte en banque. Sachez que j'ai fait une vidéo complète sur comment ouvrir son compte en banque aux États-Unis, et par contre pour le téléphone j'en ai pas trop parlé il me semble.
Alors encore une fois, je vais prendre mon expérience personnelle pour vous donner un exemple concret. Donc quand j'avais eu les Skype avec ma famille d'accueil, je leur avais tout simplement librement demandé comment ça se passait pour le téléphone, est-ce que ils me prenaient une carte SIM ou pas. Des fois c'est même précisé dans le dossier. Et en fait mon host m'avait dit écoute, nous on veut bien te payer un téléphone si t'en veux un nouveau et on te prend ta carte SIM en charge, donc à nos frais. Et 2 jours après mon arrivée, je suis partie dans l'espèce de centre opérateur téléphonique avec ma host mom et elle m'a tout simplement pris un forfait, elle m'a donné un numéro et puis voilà, après j'avais mon forfait pour toute l'année. Je pense que ça c'est propre à chaque famille et encore une fois ça c'est le type de questions que vous pouvez poser librement aux familles. Faut garder en tête que ça fait quand même partie de votre aventure et c'est bien de le savoir avant de partir. Je sais aussi qu'il y a des familles qui prennent en charge le téléphone, d'autres prennent que le forfait, d'autres ne prennent rien en charge. Ça c'est des choses pour lesquelles vous devez poser les questions et vous êtes totalement légitime de poser ces questions là, ça fait aussi partie de votre aventure au pair et c'est aussi quelque chose d'important à savoir avant d'arriver, donc vous pouvez librement poser cette question et encore une fois c'est tellement propre à chaque famille, je pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe au cas par cas, malheureusement ça varie quoi. Pour le compte en banque, je sais que beaucoup restent juste avec leur compte en banque français. Personnellement, moi j'avais fait le choix de prendre une carte à l'international de mon compte français si jamais j'avais une galère pour que je puisse l'utiliser. En l'occurrence, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Et j'ai ouvert un compte en banque chez Wells Fargo. Donc pareil, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos de comment j'ai ouvert mon compte en banque, comment ça s'est passé, etc. C'était 100% gratuit. Et ça m'a permis aussi que quand mes hosts me payaient la semaine, il n'y avait pas forcément de délai pour que ça arrive sur le compte en banque. Puisque je sais que quand c'est un transfert sur le compte français, souvent il y a genre 72 heures de délai. Là, voilà, dans les 3-4 heures qui suivaient, j'avais des sous sur mon compte, donc c'est vrai que quand vous voulez voyager etc, c'est quand même bien d'avoir directement le montant dessus. À vous de voir, de peser le pour et le contre, voyez même des fois avec les anciennes au pair de votre famille s'ils en ont eu, comment ils se sont organisés etc. Mais c'est vrai que Wells Fargo pour ça c'est vraiment super. Joanne m'a aussi demandé est-ce que c'est vraiment dérangeant si nous n'avons pas 21 ans. Alors personnellement je suis partie quand j'avais 18 ans. Il n'y a pas vraiment de grosses contraintes quant au fait d'avoir 18 ans. Alors oui, vous ne pourrez pas aller en boîte, vous bourrer la gueule ou dans les bars, etc. Ce qui se passe c'est qu'en fait dans les bars, vous avez le droit d'y aller jusqu'à 18 h, après ils contrôlent les ID et ils font sortir tous les gens qui n'ont pas 21 ans. Personnellement ça ne m'a pas empêché de faire la fête, vous avez tellement d'autres opportunités pour les faire, les soirées étudiantes là-bas, les fraternités, les choses comme ça. Ça vous permet de quand même beaucoup bouger et pouvoir faire des choses assez intéressantes. Personnellement c'était pas une grosse contrainte, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est très fêtard, je sais que ça peut peut-être poser problème. Moi c'était pas mon cas, donc c'est vrai que j'ai pas eu ce manque à ce niveau-là, mais je peux comprendre les personnes qui sont voilà très fêtards et pour qui c'est compliqué de ne pas pouvoir sortir en boîte, etc. Et la deuxième chose qui pour moi d'ailleurs était la plus grosse contrainte, c'est que vous ne pouvez pas louer de voiture, ce n'est pas autorisé. Alors c'est un petit peu bête je trouve parce que bon ils ont le permis à 16 ans quand même là-bas, donc je trouve ça un peu abusé. Voilà, mais en tout cas vous pouvez pas louer de voiture même par des particuliers, souvent c'est un petit peu galère. Bon des fois il y en a je sais qui arrivent à s'en sortir, mais bon à voir. Après ça ne vous empêche pas de quand vous partez avec des amis, des fois ils sont plus âgés que vous pourrez quand même louer une voiture. Moi c'est ce qui s'est passé pour les road trips, ça dépend vraiment de chaque personne, mais voilà, on va dire que les deux plus grosses contraintes c'est ça, c'est vraiment le fait de pas pouvoir louer de voiture et le fait de pas pouvoir sortir en boîte si vous êtes des grands fêtards. Et maintenant que j'y pense, il y a une troisième petite chose, bon moi j'ai pas été confrontée à ça mais je sais que d'autres opères l'ont été. Au niveau des réservations d'hôtels, souvent ça peut arriver qu'il y ait certains hôtels qui vous exigent d'avoir 21 ans. Personnellement moi j'ai jamais été face à cette situation là, donc je pense que c'est propre à chacun, mais à vérifier quand même quand vous réservez votre hôtel. Ensuite les 200 heures sont comptabilisées comment? Alors c'est tout simple, ça peut être du babysitting, des stages, de la garde dans votre famille, ça peut être des organisations d'anniversaire, des colos, ça peut vraiment, du moment où en fait c'est lié aux enfants, même juste de faire du bénévolat dans des assos où il y a des enfants de quartiers défavorisés ou des choses comme ça compte comme vos heures de garde et voilà, du moment où vous êtes en contact avec les enfants, ça compte dans vos 200 heures, donc ça va relativement vite. 200 heures ça paraît beaucoup, mais je vous assure que ça va super vite. Sur quel temps tu peux visiter les villes? Alors ça j'ai eu énormément de questions sur ce sujet. Personnellement moi je voyageais les week-ends, je prenais le premier avion à 6 h le samedi et je revenais le dernier avion à minuit et demi le dimanche. Après ça c'est question d'organisation. J'ai quand même fait 28 villes en un an, tout en gardant en tête que j'ai quand même pas mal bougé avec mes hosts, mais à côté de ça j'ai vraiment bougé quasiment je dirais 1 à 2 week-ends par mois, si ce n'est pas plus d'ailleurs, mais voilà, en tout cas je prenais l'avion une fois par mois pour partir un petit peu plus loin, donc je pense que c'est largement faisable de voyager. Tout est question de gestion de budget et de gestion de temps. D'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi complète à ce sujet, je vous la remets en barre d'infos aussi, sur comment j'organise mes voyages, comment gérer mes budgets, les applications à télécharger, etc. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir un petit peu plus en détail comment je voyageais. Mais personnellement je pense que sur le temps de week-end, si vous vous organisez correctement, il y a moyen de faire pas mal de choses quand même.
Encore une question qui m'est beaucoup revenue, c'est tu es passé de quel niveau d'anglais à quel niveau d'anglais? Alors il faut savoir que moi avant de partir mon niveau était nul. Vraiment sans vouloir être méchante avec moi-même. Non, je me présentais tout juste, j'arrivais à dire que j'avais besoin d'aide et voilà, enfin c'était vraiment très limite. Je pense même que mon niveau d'anglais passait très limite auprès de l'agence. Et maintenant pour vous donner un ordre d'idée un petit peu concret, je suis meeting leader chez Cultural Care, donc je fais passer les entretiens d'anglais. Donc du coup je suppose que bon, mon niveau a considérablement évolué. Je saurais pas vous dire exactement de quoi à quoi je suis passée, on va dire que je suis passée de rien à beaucoup de choses. Je me considère pas bilingue parce que le mot bilingue je trouve que c'est un peu trop exagéré sur mon niveau d'anglais. Je veux dire demain vous venez à me parler de politique ou de termes médicaux, je comprendrais peut-être pas, j'aurais pas le vocabulaire nécessaire pour me dépatouiller avec vous, mais sur tous les autres sujets je pense que je parle un anglais vraiment très courant. Mais après pour être bilingue, voilà, je me considère pas comme bilingue puisqu'il y a encore quelques petits sujets et quelques petites thématiques où voilà, pour le coup j'ai pas le vocabulaire nécessaire pour tenir une longue conversation. Ensuite Léna me demande comment bien vivre le retour en France. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet vraiment très complète parce que pour moi le retour en France a été très compliqué. J'ai mis du temps à un petit peu sortir de ma tête de l'eau entre guillemets parce que franchement c'était vraiment dur. Je ferai une vidéo très complète sur le sujet, je vais vraiment pas m'éparpiller aujourd'hui sur cette question là. Mais Léna, je t'invite à rester connectée puisque je pense que je ferai une vidéo vraiment hyper complète sur ce sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à vous donner et des astuces. Puisque voilà, je suis rentrée en 2019, nous sommes en 2022 et je sors tout juste la tête de l'eau du retour en France. Donc je pense vraiment qu'une vidéo complète sur le sujet ça sera pas de trop. Alors j'ai eu une question de Angela qui me fait penser à vous rappeler que j'ai ouvert des groupes de discussion au pair pour les futurs au pair aux États-Unis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message sur Insta en me disant hello Pauline, moi j'ai prévu de partir en telle année et au moins je peux vous ajouter au groupe qui vous correspond. Il y a déjà 870 au pair dans les groupes, donc n'hésitez pas à les rejoindre, ça peut être peut-être intéressant pour vous de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de voilà, créer des liens avant de partir, etc. Et j'ai aussi des groupes par état, donc si vous avez matché dans un état précis, vous me faites un petit message en mode hello, j'ai matché avec une famille dans le New Jersey par exemple, est-ce que tu peux m'ajouter au groupe, et je vous ajoute au groupe et vous pourrez rencontrer toutes les Françaises qui vont vivre proche de chez vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Insta, j'y répondrai avec plaisir déjà si vous avez d'autres questions, et ensuite pour vous ajouter au groupe je le ferai volontiers. Le permis international c'est juste un papier, on n'a rien à passer comme épreuve, alors non, c'est juste un papier vraiment, ne vous en faites pas là-dessus. Pareil, j'ai fait une vidéo complète, je pense que tous les liens je vais vous les mettre en barre d'infos sur le permis international, comment faire la demande avec tous les liens nécessaires, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment tout simple, c'est juste de la paperasse. Est-ce que tu as déjà été malade là-bas? Est-ce que tu es déjà allé aux urgences? Comment ça s'est passé? Alors non, j'ai été un petit peu malade, j'ai eu pas mal de rhume pendant un temps et énormément de migraines puisque dans le Nevada c'est très sec et c'est vrai que l'hiver j'avais tendance à pas beaucoup boire et en fait je l'ai payé très vite au niveau de ma dette. J'ai eu énormément de migraines mais au final mon host, voilà, j'étais partie avec du paracétamol. À côté de ça j'ai essayé de boire plus régulièrement, donc voilà, non j'ai pas été malade, donc malheureusement concernant l'expérience un petit peu malade, d'urgence, etc. je pourrais pas trop vous faire un retour d'expérience sur ce sujet là. Je dis malheureusement mais heureusement pour moi quand même. Comment attirer les familles sur son profil au pair? Alors ça, alors je vais vous saouler à vous dire ça, mais ça aussi j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet de comment remplir son dossier de A à Z avec une autre au pair où on vous donne tous nos conseils sur comment voilà, bien remplir son dossier, faire les choses correctement, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Mais du coup comment attirer les familles, deux petites astuces toutes simples. Vraiment parler de vos centres d'intérêt parce que c'est ça qui va vous faire coller avec des familles. Mettre une photo avec un enfant en photo de profil, ça c'est hyper important. Et surtout ne pas hésiter à faire une belle lettre au pair. Voilà, rajouter pas mal de choses, parler de vous, de votre façon de penser, de ce que vous aimez faire, de quel type d'expérience vous voulez vivre aux États-Unis. Voilà, essayez vraiment de développer un maximum, c'est ça qui va vous faire coller et vous distinguer entre guillemets des autres profils. Est-ce que tu as rencontré d'autres au pairs dans l'avion le jour J? Alors oui, pour le coup il y avait encore la Training School en présentiel à l'époque où je suis partie, j'espère qu'elle reviendra bientôt en présentiel. Alors oui, j'avais rencontré, on était 9 Français au total, j'avais rencontré Léo et Céline, donc c'était deux autres au pairs que j'avais rencontrés via des pages Facebook. On a fini par voilà, prendre l'avion ensemble et on s'est même donné rendez-vous à l'aéroport directement, et après on a rencontré d'autres au pairs directement sur place à l'aéroport. Et ensuite la dernière question, après je vais m'arrêter là puisque j'ai quand même pas mal de questions qui se ressemblent et je pense avoir répondu à quasiment toutes. C'est pour toi combien de temps avant de partir il faut faire toutes les démarches? Alors en général c'est conseillé de commencer les démarches
6 à 9 mois avant. Ça sert à rien de le faire beaucoup plus tôt puisque après vous allez attendre beaucoup trop longtemps les familles. L'idée c'est vraiment voilà, je pense rester entre 6 et 9 mois. Après il faut s'y mettre sérieusement, si voilà dès les 6 mois vous faites les trucs rapidement, ça suffit largement. Mais ça vous pouvez librement en parler avec votre agence directement, elle saura vous dire quand vous inscrire par rapport à votre date de départ souhaitée et elle vous donnera tous les conseils qu'il faudra, donc ne vous en faites pas à ce sujet là. Voilà pour aujourd'hui, la FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous avez quoi que ce soit comme question ou si vous voulez rejoindre les groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui devrait arriver dans pas trop longtemps puisque j'ai pas mal de projets au pair qui arrivent et qui commencent à se concrétiser. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!